Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S301 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 30 septembre 2021. Cet épisode est présenté par Tamron et son nouveau 150-500 mm pour monture Sony FE, le téléobjectif compact et léger. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe et journaliste Bruno Labarbère et le photographe Bruno Calandini pour parler optique et plus précisément des téléobjectifs. Alors on va commencer avec toi, Bruno Labarbère, et on va essayer de reprendre un peu les bases. Bon, téléobjectif égale long focal, c'est quoi exactement la focale d'un objectif et à partir de quelle focale on peut considérer qu'on est avec un téléobjectif? Alors, les téléobjectifs, vous voyez tous Pour à les quoi... nuls. Non, pas pour les nuls. Non, les téléobjectifs, vous voyez tous à quoi ça ressemble parce que quand on pense objectif photographique professionnel, on pense à ces grands objectifs qui sont longs comme le bras et qui coûtent le prix d'une petite citadine. Mais ce n'est pas que ça. Heureusement, il existe des téléobjectifs qui sont beaucoup plus accessibles. Et il existe des téléobjectifs qui ne sont pas des téléobjectifs, mais on les appelle comme ça. Donc, pour revenir à ta question, Arthur, déjà, comment on sait qu'un téléobjectif est un téléobjectif? Ça dépend de la focale de l'objectif. La focale de l'objectif, c'est la distance qu'il y a entre le centre optique de l'objectif et le plan image. C'est normalement une donnée que l'on donne en millimètres et c'est ce dont on parle quand on dit que c'est un 28 mm, un 50 mm, un 80 mm et ainsi de suite. Traditionnellement, on dit que la focale standard, mais plutôt la focale normale, c'est le 50 mm parce que dans le format d'image 24 par 36 mm, c'est ce qui est le plus proche de la diagonale du 24-36. Donc Pythagore nous dit que ça fait 43 mm. 43 mm, c'est casse-pied à fabriquer, donc on considère que 40, 45, 50 mm, c'est le domaine de la focale standard. Alors moi j'avais entendu que ça correspondait un peu à l'angle de vision De l'œil humain. de nous les humains. Oui, mais alors ça, c'est très compliqué à affirmer parce qu'on n'a pas tous le même champ de vision. D'accord. Et on a même la même personne, en fonction de l'heure dans la journée et de son état de santé, n'a pas le même angle. Si on dit ça, c'est juste parce que cette focale standard, ça donne une perspective sur l'image qui est à peu près semblable à ce que l'on voit à l'œil nu. Ok. Mais il vaut mieux retenir pour le coup la définition mathématique. Comme ça permet de bien comprendre pourquoi le 50 mm, c'est la focale standard pour le 24-36. La focale standard pour du moyen format, c'est plutôt le 75-80 mm parce que c'est toujours la diagonale de l'image. Et pour les capteurs plus petits, ben, on tombe sur du 23 mm, sur du 16 mm en fonction de la taille du capteur. Donc tout ce qui va au-delà du 50 sera un télé, du Pas coup. forcément. Donc déjà, tout ce qui est en dessous du 50, c'est du grand angle. Et la définition est très floue. C'est un mauvais jeu de mots parce que il n'y a pas de démarcation officielle Hmm. pour dire que, par exemple, les grands angles commencent à 35 mm. Certains considèrent que, que ça commence à 28, certains considèrent que ça commence à 30 mm. Donc chacun fait un petit peu à sa sauce. Et de l'autre côté, ça fonctionne dans le même sens. C'est-à-dire que c'est le domaine des longues focales. Et les longues focales, certains vont considérer que ça commence à 80, certains commencent à 100, 120. En vrai, peu importe, c'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, comme on parle de téléobjectif, c'est une catégorie particulière de longue focale. Et votre centre optique dont je parlais tout à l'heure, ça représente une distance par rapport au capteur, en l'occurrence. Donc, si vous prenez une longue focale, par exemple 150 mm, ça signifie que ce centre optique se trouve à 15 cm de votre objectif, de votre capteur. Et comme ce centre optique est au centre, ça veut dire que ça ferait virtuellement un objectif d'à peu près 30 cm de long. Et le problème, c'est que quand on va de plus en plus loin dans les focales, par exemple, il existe des 400, des 500, des 800 mm, en suivant cette logique, c'est que pour un 800 mm, il faudrait un objectif qui fasse 1,60 m de long. 1,60 m de long, très probablement 14 kg, et impossible à utiliser à main nue. Et je ne me souviens plus exactement, mais c'est vers la fin du 19e, début du 20e siècle, on a trouvé une formule pour déplacer virtuellement ce centre optique vers l'avant de l'objectif, donc rallonger virtuellement la longueur focale. Et en fait, ce que l'on appelle téléobjectif aujourd'hui, ce sont des longues focales qui utilisent ce type de formule avec le centre optique qui est avancé par rapport au reste.
Alors, explique-moi aussi quelque chose, puisque du coup, donc tu as parlé de la focale par rapport au format 24-36 mm. Du coup, quand on utilise des appareils qui ont des capteurs de taille différente, et je pense notamment aux capteurs plus petits que le 24-36, on applique des coefficients de conversion aux focales pour avoir ce qu'on appelle les focales équivalentes. Donc, si je raisonne un peu, je me dis que si on cherche à avoir des très longues focales, on a tout intérêt à utiliser des capteurs les plus petits possibles. Oui, mais pas trop petit non plus. Mais en l'occurrence, ça fonctionne très très bien avec l'APS-C et le micro 4 tiers, donc qui ont des Ouais, tu coefficients de nous vendais le conversion. micro 4 tiers tout à l'heure. Là, c'est le bon moment, là. Voilà. L'APS-C, coefficient de conversion de 1,5, sauf chez Canon où c'est 1,6, mais on va dire 1,5 parce que pour calculer de tête, c'est C'est plus, plus facile, c'est plus ouais. facile. Donc par exemple, vous prenez un 300 mm. Vous le montez sur un capteur 24-36 et ça fait un 300 mm. Vous le montez sur un capteur PSC, vous multipliez par 1,5 et ça fait un équivalent 450 mm, alors que l'objectif c'est strictement le même. Vous le montez sur un capteur micro 4 tiers, enfin sur un capteur 4 tiers avec une monture micro 4 tiers, et vous multipliez par 2 la focale et ça vous fait un 600 mm d'équivalence. Et c'est absolument fondamental pour les gens qui veulent utiliser du téléobjectif parce qu'en utilisant des objectifs de focale plus courtes, qui sont aussi des objectifs moins lourds et moins chers, vous obtenez le cadrage que vous obtiendrez avec des objectifs beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds sur du 24-36. Oui, par contre, la luminosité n'est pas la même, du coup. La luminosité est strictement la même. Ah bon? Voilà, c'est l'objectif en lui-même transmet de la lumière, et après, le capteur que vous lui mettez derrière, bah, ça ne change fondamentalement pas la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif. C'est par exemple, vous prenez une fenêtre, vous la mettez devant un mur, que ce mur fasse 4 mètres de large ou 30 cm, c'est toujours la même quantité de lumière qui passe par la même ouverture de fenêtre. Donc, changer de taille de capteur, ça ne change pas la luminosité de l'objectif. Par contre, et c'est pour ça que les petits capteurs sont d'autant plus intéressants, c'est que l'ouverture d'un objectif est directement liée à la focale. Selon la règle, l'ouverture c'est égal à la focale divisée par le diamètre de la pupille de sortie, donc n égale f sur d, pardon, n égale f sur d. Donc plus votre focale est courte, plus c'est facile d'atteindre des grandes ouvertures. On parlait tout à l'heure de 35 mm 0,95 et on parle très souvent de 50 mm f1 0,95. Ça c'est facile parce que c'est des focales qui sont relativement courtes. Si on voulait obtenir un téléobjectif ouvrant f1, il faudrait par exemple pour un 300 mm que la pupille de sortie fasse 300 mm, donc 30 cm de large, ce qui est absolument inconcevable. Et c'est ce qui explique notamment pourquoi, quand on dépasse une certaine longueur focale, on n'a pas d'objectif qui ouvre à moins de f de 8. On a des 400 mm qui ouvrent à 2,8, 400, 450, 500 qui difficilement atteignent cette ouverture, mais au-delà, on passe tout de suite à du f4, f5, 6. C'est pas une mauvaise volonté de la part des constructeurs, c'est juste parce que c'est physiquement impossible ou en tout cas, ce serait pas réaliste d'un point de vue budget. Il y a aussi autre chose qu'il faut bien préciser quand on utilise des longues focales, donc des téléobjectifs, c'est que du coup, la profondeur de champ en est d'autant plus réduite. Bruno Calandini, toi qui utilises régulièrement ce type d'objectif, comment tu gères la profondeur de champ avec des très longues focales? Ben, en fait, quand je me suis retrouvé, j'ai fait un plusieurs années en Afrique où je m'étais concentré sur le portrait animalier et donc, on était vraiment sur du cadrage portrait, parfois très serré. Et en fait, pour être honnête, on ne voyait pas une différence énorme quand on était à quelques mètres d'un lion, par exemple, et qu'on faisait la mise au point sur l'œil. On ne voyait pas une différence énorme entre une ouverture, à 4, ou à 8. Évidemment, on la voyait. Bon, il faut savoir quand même qu'avec un très gros téléobjectif, on est rarement, à des ouvertures au-delà de 8, à moins d'être sur pied et de vouloir faire un paysage et d'avoir un vrai intérêt
à obtenir plus de profondeur de champ. L'autre paramètre étant que c'est souvent entre f8 et f11 qu'on a la meilleure qualité optique. Donc quand on peut se le permettre, effectivement, être sur pied et fermer un peu, c'est toujours un avantage. Maintenant, effectivement, quand on fait de la photo animalière ou d'action, de sport ou de portrait ou autre, en général, les téléobjectifs, on les utilise à pleine ouverture. Et c'est un autre avantage des petits capteurs d'ailleurs. Là, en parlant d'ouverture, tu parles de F8, de F11. Il faut citer les deux modèles Canon qui sont assez atypiques. Les 600 et 800 mm F11 qui sont sortis pour les EOS R. Là, par contre, physiquement, c'est assez remarquable ce qu'ils sont arrivés à faire à ce niveau-là. Le 800 mm, il fait la taille de mon bras. Il est grand, mais si tu compares... Mais il est pas trop lourd. Il est tout léger. Il est vraiment tout léger. Et Quoi. oui, merci le plastique. Ouais. Non mais Mais ça reste une longue focale à portée, à portée de toutes les bourses à peu près. Quoi. D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé un peu des solutions technologiques pour réduire un peu la taille et l'encombrement de ces super téléobjectifs? Ben, les lentilles de Fresnel, notamment. tout à fait, tout à fait. Chez Nikon, donc ils appellent ça PF pour les lentilles de Fresnel. C'est basiquement ce que vous retrouvez dans les phares. C'est ce qui permet très schématiquement de condenser plusieurs lentilles dans une seule lentille. Donc forcément, on gagne de la place. On gagne de la place, on gagne du poids, on gagne en prix parce que moins de lentilles, ben, c'est moins de choses à fabriquer, ça fait moins de fûts, enfin bref. Et du côté de Canon, on est sur la lentille DO qui grossièrement fait la même chose. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir des objectifs plus compacts possible. Et vraiment, Bruno, tu me corriges si je me trompe, mais l'idée avec les objectifs, c'est d'abord de pouvoir les transporter. Parce que si on ne les transporte pas, on ne peut pas faire de photos. Tout à l'heure, tu parlais du micro 4 tiers et je me rappelle avoir été bluffé sur le terrain par le 75-300 Zuiko qui tient dans une poche de treillis, en fait, qui doit faire une quinzaine de centimètres, moins de 500 grammes, et qui avec le coefficient de conversion équivaut à un 150-600. Ça, c'est énorme d'avoir ce type d'objectif aussi disponible et parce que c'est bien beau d'avoir des téléobjectifs, super puissants, mais quand ils sont au fond d'un sac, dédié parfois et que voire, dans le coffre de la voiture, finalement on s'en sert jamais et un objectif pas disponible, c'est pas un bon objectif parce que voilà, ça devient trop compliqué au bout d'un moment et on ne l'utilise plus donc et encore une fois, c'est le compromis entre poids, encombrement, disponibilité, qualité optique, ouverture, et cetera et c'est avec ça qu'il faut faire. Alors évidemment, quand on pense téléobjectif, on pense naturellement et en premier à la photo de sport et à la photo animalière. Alors, on en a déjà un peu parlé. Par exemple, tout le monde a en tête l'image d'une ribambelle de photographes alignés le long des terrains de sport à l'occasion d'un grand événement avec leurs impressionnants téléobjectifs tout de blanc vêtus. Alors nous nous sommes entretenus avec... noir. Ou noir, oui. Nous nous sommes entretenus avec Guillaume Cuvillier, qui est le responsable du marché photo professionnel chez Sony, et qui nous explique pourquoi et comment ces objectifs sont utilisés sur le terrain par les professionnels. On l'écoute. Alors, les téléobjectifs sont effectivement beaucoup utilisés par les photographes professionnels sur des événements sportifs parce que souvent les photographes se trouvent quand même à distance des athlètes ou des sportifs pour des raisons diverses, de discrétion, pour des questions de sécurité aussi. Donc, ça rend l'usage des téléobjectifs indispensable dans pas mal d'usages, donc dans les sports mécaniques bien entendu, mais même sur d'autres compétitions de tennis, de foot. Les photographes n'ont pas forcément non plus beaucoup de choix dans la position qu'ils vont prendre autour des arènes sportives. Donc, ils sont parfois obligés effectivement de recourir aux téléobjectifs pour pouvoir avoir des cadrages intéressants. Alors aujourd'hui, Sony dispose effectivement d'une gamme de téléobjectifs assez riche. Une des focales toujours les plus utilisées, c'est le 400 mm de 8. L'ouverture de 8 permet de
bien détacher le sujet du fond. Et c'est vrai que le 400 mm permet de travailler à la fois assez près, même en le multipliant, on arrive à l'utiliser aussi avec des rendus tout à fait satisfaisants à des distances plus importantes. Donc le 400 mm reste la référence, on va dire, du photographe de sport. Après, c'est vrai que certains photographes de sport vont plutôt aller vers le 600 mm. Je pense notamment à ceux qui travaillent sur le sport mécanique, parce que les distances de sécurité leur imposent d'être plus loin des évolutions. Donc le 600 mm est aussi une focale importante. Les photographes sont aussi, par le fait qu'ils n'ont pas toujours le choix de leur position et qu'ils veulent pouvoir varier leur cadrage, ils sont aussi de plus en plus intéressés à utiliser des zooms. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, un zoom comme le 100-400 mm dans la gamme GM ou le 200-600 mm dans la gamme G sont aussi des objectifs qui attirent beaucoup les photographes. Alors en termes de performance, ce à quoi les photographes vont être assez attentifs dans le choix d'un téléobjectif, ça va être d'une part la qualité optique. La qualité optique, on la rattache aussi à l'ouverture, la plus grande ouverture possible pour avoir un joli bokeh. La qualité optique intrinsèque pour avoir une image qui soit propre, nette, arrachée, impactante visuellement. Après, notamment dans la photographie sportive, mais aussi dans la photo animalière, dès qu'il s'agit de photographier des sujets en mouvement, on va être aussi attentif à la vitesse de l'autofocus. Notamment aujourd'hui, dans la gamme Sony, on trouve des motorisations assez uniques en leur genre. Chez Sony, depuis la génération de moteurs XD, qu'on trouve notamment sur les 400 et 600 mm, on a une translation qui est linéaire sur des tringles droites. Et donc, la lentille va d'avant en arrière par un effet d'induction électromagnétique à une vitesse très, très importante. Quand on travaille avec des boîtiers qui peuvent atteindre des cadences de 30 images par seconde, on a besoin d'avoir un moteur, une activation de mise au point qui s'effectue très vite et de manière très, très précise d'une vue à l'autre. Aujourd'hui, la performance de l'autofocus, elle est bien évidemment liée au système de détection du boîtier. Elle est aussi de plus en plus liée à la performance de la motorisation à l'intérieur de l'objectif. Vous pouvez tout à fait imaginer ce que ça peut apporter comme bénéfice quand on photographie de la Formule 1 ou des voitures qui vont à très grande vitesse. Alors Guillaume me précisait juste après cette petite entretien qu'il avait oublié un point qui était fondamental aussi pour les photographes sportifs, c'est le poids de l'objectif et donc sa maniabilité. Et quand on voit par exemple que le 400 mm 2.8 de Sony ou le 600 mm f4 de chez Sony ont un poids qui tourne aux alentours des 3 kg avec un centre de gravité qui est ramené au plus proche de la monture, c'est des facteurs extrêmement importants qui favorisent la maniabilité, qui vont dans le sens d'un usage professionnel sur le terrain. Bruno Calandini, toi tu pratiques évidemment entre autres la photo de sport. Qu'est-ce que tu utilises comme téléobjectif et pourquoi ? Et j'ai envie de te dire, même question pour de la photo animalière. Alors moi je suis un vieux sentimental, donc du coup j'ai un 200-400 Nikon qui m'a accompagné de longues années et qui m'accompagne toujours parce qu'il tourne comme une horloge et voilà, j'y suis habitué, je l'ai très très bien en main. Mais du coup il est plus forcément d'actualité si on regarde tous les paramètres dont on est en train de parler, c'est-à-dire le poids, il fait plus de 3 kilos et bon, pour le range n'est pas non plus énorme, hein, 200-400. Il fait 37 centimètres de long, je crois. Voilà. Alors, il a une mise au point Mini à 2 mètres, ce qui est quand même à toutes les focales, ce qui est quand même plutôt pas mal, contrairement aux objectifs dont on vient de parler. Par exemple, les Sony, je crois que le 600 mm, c'est 4,50 m la mise au point Mini ou quelque chose comme ça. Puis bon, les prix sont pas les mêmes non plus, mais par contre, voilà, je l'utilise avec un convertisseur 1.4 qui l'amène à donc 280 560 à f5.6 sur un capteur APS-C, puisque j'ai parfois un boîtier en doublon dans mon sac APS-C. Le 200-400 devient un 300-600 et si je rajoute le convertisseur, ça devient un 420 840 f5.6. Donc là, je suis armé pour toutes les éventualités.
Mais à des longueurs focales comme ça, Bruno, du coup, la stab, ça devient un critère important pour toi, non? Parce que là, en plus, tu es un utilisateur de réflexe, puisque tu parles du 200-400 Nikon, c'est sur des Voilà, c'est sur un réflexes. D850 Hmm. que je Qui est pas l'utilise, donc stabilisé, du coup, qui lui. est pas stabilisé. Donc effectivement, la stab, bah, il y a il y a la stab VR de l'objectif, mais encore une fois, effectivement, c'est pas, ça vaut pas une double stabilisation 5 axes comme on peut l'avoir sur d'autres matériels. Maintenant, moi, je travaille sur monopode quand je suis sur ce type de focale, des fois même allongé, des fois sur un beanbag, des fois, voilà, je me débrouille et j'arrive à descendre à des vitesses qui sont relativement lentes. Pour revenir à ce que je disais sur la PSC, bon, alors, quand je suis sur un D850, ben, en l'occurrence, c'est un capteur de 47 millions de pixels, donc je peux recadrer sensiblement dans l'image. Donc je perds certes quelques pixels, mais je bénéficie d'autres avantages. Déjà, je réajuste tranquillement mon cadrage en post-prod plutôt que de choisir le crop directement à la prise de vue. Je profite de la dynamique du capteur plein format et puis j'exploite que le centre de la photo généralement, donc ça élimine les bords et les angles de l'image native et en général, c'est les zones où les téléobjectifs sont les plus faibles. Donc moi, je trouve mon compte à travailler comme ça. Cet été, tu as eu l'occasion de tester le 150-500 de Tamron en montureux. Donc c'est un petit peu aussi un nouvel univers pour toi, même si tu as l'habitude de tester du matériel régulièrement depuis des années pour le magazine. Mais là, tu es en configuration sans miroir, hybride avec un boîtier stabilisé, une optique stabilisée, avec plein de modes d'ailleurs de stabilisation dessus. Et plus globalement aussi en termes d'usage, quel est ton retour un petit peu sur cette expérience? Bah, en fait, donc on parle du Tamron là en particulier donc ben, pour avoir essayé les 150-600, perdait 100 millimètres en longue focale, mais on gagnait en compacité. L'objectif monté sur l'Alpha 9, ça faisait à peu près 2,6 kg je crois si j'ai bon souvenir, donc un poids relativement raisonnable. Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes d'usage, cette plage de focale, ce range 150-500? Ben en fait, bon l'objectif standard, je dirais, pour le photographe lambda, c'est plutôt un 24-70, voire un 24-120 donc ce type d'objectif, c'est plutôt un objectif qu'on a en complément, dans un sac, qu'un objectif, passe-partout. Maintenant le jour où on en a besoin, effectivement, avec un 120 millimètres, on fait pas de la photo animalière, on fait pas du sport à partir des gradins et on est bloqué. Voilà, si on se retrouve dans le désert, en mer, qu'on veut photographier un banc de dauphins qui suit un bateau, etc., on se retrouve vite limité sans ce type de focale. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir le sortir. Et effectivement, moi, j'ai essayé de l'utiliser un petit peu dans toutes les situations qui peuvent, avoir de l'intérêt. Donc, effectivement, l'animalier, le sport, mais on peut, également l'utiliser en paysage, pourquoi pas, dans des endroits très dégagés. On peut l'utiliser sur de l'événement, par exemple, donc un meeting aérien, de la photo de spectacle, quand on se retrouve derrière une foule avec beaucoup de monde devant soi, et peut-être même qu'on veut donner cette sensation de foule au pied de la scène. On peut dans ce cas-là cadrer un petit peu des personnages en flou en avant-plan. C'est les fameux tassements de perspective, là. Alors ça, oui, alors ça, c'est un peu ça effectivement, ce tassement de perspective, oui, c'est une, enfin là, Bruno, pourrait en parler mieux que moi. Si en gros on photographie un paysage avec, une rangée de sapins et puis au loin une montagne, plus on va reculer et allonger la focale et plus on va avoir l'impression que la rangée de sapins est au pied de la montagne, même si, il y a une grande distance entre les 2. Donc, le téléobjectif tasse les perspectives effectivement, ça a été reproché d'ailleurs, récemment, à des journalistes qui utilisaient ce procédé,
pour faire croire que des gens respectaient pas la distanciation sociale sur les marchés, etc. Ils se mettaient loin, ils utilisaient des longues focales. Du coup, on avait une impression de foule entassée qui n'existait pas dans la réalité. Si on faisait la même photo sur le côté, on se rendait compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'espace entre les gens. Donc, ça peut effectivement être utilisé quand on veut donner une notion de densité avec des éléments très mélangés entre eux. On peut utiliser les longues focales pour ça. Sur ce 150, 500 en particulier et sur d'autres télé du genre, des zooms, il y a aussi la notion de distance minimale de mise au point et le fait de pouvoir faire même de la proxy photo, sans parler de macro. Ouais, alors là, pour le coup, le Tamron est plutôt bien loti parce que, la mise au point, mini est très courte. Je crois qu'à 150 millimètres de tête, on est à 60 centimètres de mise au point mini. Donc, effectivement, je me suis amusé à me mettre en manuel, en mise au point minimum, déconnecter l'autofocus et m'approcher de petits buissons de lavande, par exemple, pour essayer de cadrer au plus proche des abeilles en train de butiner, etc. Et on arrive à 60 centimètres au 150 millimètres, on arrive à faire des cadrages très très serrés. C'est piqué, ça fonctionne bien. Au 500 millimètres, je crois que la mise au point est un petit peu plus lointaine, mais ça reste encore très raisonnable. Et du coup, quand on a besoin de photographier des choses qui peuvent être potentiellement dangereuses, un serpent par exemple, j'imagine, si on rentre devant un serpent, on peut compter sur une mise au point minimum intéressante, tout en gardant une certaine distance avec le sujet. Et ça, c'est intéressant. Bruno Labarbère, moi j'ai une question pour toi. Donc on le voit là, les derniers téléobjectifs qui sortent, qui sont conçus pour les hybrides qui sont dans la majorité des cas stabilisés mécaniquement au niveau de leur capteur. Et ben, ces optiques, elles ont aussi une stabilisation optique. Mais pourquoi? Parce que ça marche bien. Déjà, c'est intéressant d'avoir une stabilisation sur l'objectif, ne serait-ce que parce que tous les capteurs ne sont pas stabilisés. Donc, ce serait dommage de restreindre la pratique photographique aux seules personnes qui ont les derniers boîtiers. Euh, En plus, la stabilisation optique, elle a l'avantage d'être vraiment optimisée pour l'objectif en question, pour la focale en question. Alors qu'une stabilisation mécanique du capteur, ça reste quelque chose de très 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 généraliste. Et il faut que ça fonctionne aussi bien sur des très grands angles du 12, du 24, du 28 mm que sur du 200, 400, 600 mm. Donc c'est intéressant aujourd'hui, et on ne va pas s'en plaindre, qu'il y ait ces deux types de stabilisation, optique d'un côté et capteur de l'autre. Et qui fonctionnent parfois de concert, notamment chez Lumix ou chez Canon. Chez Canon, l'année dernière, j'avais testé le 800 mm dont tu parlais tout à l'heure avec un EOS R5 et j'étais dans la rade de Brest et j'ai réussi à faire des photos au 1/6 de seconde avec un 800 mm, ce qui est absolument hallucinant. Bon, pas sur une mouette parce que ça bouge trop vite, mais c'est possible. Ok, alors si on essaye un peu de classifier les choses, alors on a parlé de beaucoup de types de téléobjectifs, de plages de focales différentes, ce serait quoi les grandes familles de téléobjectifs, Bruno, si on devait un peu organiser les choses? Alors, une première grande famille de téléobjectifs, qui est plutôt une famille de longues focales, c'est ce qu'on appelle les objectifs à portrait. C'est Ok. toutes ces focales qui tournent autour de 85, 100, 120 mm, qui généralement ont des ouvertures assez généreuses. Ça peut monter jusqu'à f1.4, f2. Et en fait, c'est des objectifs qui vont exploiter le fait que quand on allonge la focale, on réduit la profondeur de champ. Des bokeh master. Exactement. Donc, ça permet d'avoir le visage qui pop par rapport à l'arrière-plan, qui lui sera bien flou. Donc, on reste sur des objectifs d'encombrement moyen et Souvent en focale fixe en plus. souvent focal fixe, mais c'est pas obligatoire, hein. Ok, donc voilà pour la grande famille, on va dire, des téléobjectifs dédiés au portrait. Mais après, je pense que ce que la majorité des gens ont envie de toucher quand on parle de ce type de focale, c'est les très longues focales pour faire du sport, de l'animalier, pour aller voir loin. Donc là, on tombe assez rapidement dans l'univers du zoom. Alors, on a le grand classique, le 70-200 mm, qui existe souvent en version 2.8 constant ou en version f4 constant.
On a des objectifs aussi qui vont un peu plus loin, toujours dans ce même range de polyvalence, que sont les 200-400 mm. Et après, on a les ultra polyvalents, 100-400 ou 150-600 mm. Voilà pour les zooms. Et évidemment, le Graal du Graal, les focales fixes, ultra longues focales, 400, 500, 600 et 800 mm. Et si je peux me permettre, Permets-toi. voilà, si je peux me permettre un petit conseil, euh, parce que j'ai discuté la semaine dernière avec un ami et je pense que finalement vous êtes nombreux dans cette situation. Il a déjà un 24-70 de 8 parce que zoom généraliste et il a également un 85 mm 1.4. Et son débat interne, c'était est-ce qu'il complète ça avec un 70-200 ou il complète ça avec un 150-600. Et du coup, vous allez tous les trois me donner votre avis. Lui, il voulait un 70-200 parce que c'est la triplette classique, 24-70, 70-200, 14-24 de l'autre côté. Mais le problème que je vois là-dedans, c'est qu'avec un 70-200, on recouvre 3 fois la même focale. Et surtout, on est tenté de passer son temps entre changer entre 24-70 et 70-200. On ne sait pas trop lequel utiliser. Et j'ai tendance à plutôt conseiller le 150-600, qui est suffisamment franchement différent, sans être beaucoup plus cher, pour vraiment envisager après ces sessions de prise de vue avec des sujets différents, quand il est vraiment loin, quand il ne doit pas faire doublon avec ce qu'il possède déjà. Il y a aussi, en parlant de doublons, les doubleurs avec les 70-200, qui peut être une autre option, plus légère en tout cas. Un 70-200 de lutte avec un doubleur, ça peut fonctionner. Mais c'est quand même encore un accessoire qu'il faut mettre, qu'il faut oui, enlever, oui, oui. il ne faut pas l'oublier. Voilà, Bien sûr, bien sûr. Pour beaucoup de photographes qui démarrent, à mon avis, un 150-600, 150-500, on parlait beaucoup tout à l'heure, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et c'est bon, ils sont bons. Je suis toujours très étonné. On les avait testés, le Tamron G2 ou les Sigma Contemporary et Sports sur les réflexes, c'était vraiment étonnant. Ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup de photographes, même pros, ont laissé tomber des longues focales, des 500 mm f4, parce que ces focales ces optiques très polyvalentes sont devenues très performantes aussi et plus légères, donc forcément ils les ont prises. Ou le Nikon 200-500. Ou le Bigma 60-600. Qui est assez unique aussi en son genre. Hein. Celui qui ressemble à un bazooka, là. Ça c'est le 200-500 de 8, celui qui pèse 22 kg. Ouais. Qu'on voit d'habitude sur les salons. Qu'on verra peut-être au salon de la photo 2022. Pour continuer, ce que je vous propose, c'est d'écouter le témoignage de Sébastien Montulé, qui est le responsable des ventes de la boutique spécialisée Camara au Mans, qui est située aux 5 places des Comptes du Maine. On lui a demandé quels seraient ses conseils pour choisir son premier téléobjectif. On l'écoute. Alors, en tant qu'utilisateur aussi de ce type de matériel, parce que je fais de la photo animalière, moi je conseillerais pour une personne qui commence de commencer avec un télézoom, puisque déjà en rapport qualité-prix, c'est imbattable. Régulièrement, et c'est vrai que j'ai souvent utilisé des focales fixes, donc très lourdes, qui nous obligent à le poser sur un trépied. En fait, on fait pas du tout les mêmes photos. Et là où ça a été révolutionnaire, quand Tamron a sorti, c'est eux qui ont dégainé le premier télézoom, je dirais de qualité, avec le 150-600 G1, ça a été une révolution, puisqu'on avait un poids de 2 kilos, et c'était comme un couteau suisse, on passait de 150 à 600, c'était royal, on faisait tout type de photos animalières. L'avantage, c'est de pouvoir faire des photos aussi à main levée, ça c'est très très important, donc on peut faire des oiseaux, on peut faire je ne suis pas contre les focales fixes, j'en ai une, mais c'est vrai que les 3/4 du temps, j'utilise moi personnellement un 150-600 qui me permet de faire n'importe quel type de photo. En fait, on a sur le marché deux types de téléobjectifs. On va avoir généralement les 100-400 et puis on va avoir la fourchette en gros de 150-600. Pour choisir un téléobjectif, un télézoom, on va regarder la construction. C'est important, une personne qui en a besoin pour faire du voyage dans des pays un petit peu, je dirais, humides, on va avoir tendance à conseiller des versions forcément protégées, donc tout temps. Généralement, ils ont la stabilisation, sont bien équipés en stabilisation, donc là, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, on va avoir une ouverture un petit peu plus lumineuse sur les 100-400,
Donc ça peut aussi une personne qui a besoin le plus de lumière, on va l'orienter plus sur des télézooms 100-400. Puis il y a aussi une histoire de poids très très importante et d'encombrement. Pour Sony, il y a des choses très très intéressantes. Sigma vient de sortir le nouveau 150-600 Sport. En fait, c'est tout l'avantage de la version contemporary, c'est-à-dire qu'on va avoir un poids qui va être beaucoup plus léger par rapport à la version Sport en réflexe. On va avoir la même construction en fait que le modèle Sport en réflexe, mais avec un encombrement et un poids qui correspond au contemporary, bien sûr avec des avantages par rapport à la version contemporary sur réflexe. On va avoir une meilleure stabilisation, meilleur pare-soleil, meilleur AF pour le collier. On va avoir le système Arca Suisse pour le mettre sur trépied. On va avoir aussi, très important, la mise au point mini va passer de 2,80 il me semble de mémoire à une soixantaine de centimètres. La fabrication est équivalente, bien sûr, c'est un modèle sport, donc la fabrication est tout temps comme la version sport sur le réflexe. Donc c'est un concurrent direct au 200-600 de chez Sony. On peut trouver le 100-500, qui est une très très belle option chez Canon, où on va avoir une construction sérielle avec un encombrement comme l'ancien 100-400 sur les réflexes. On va avoir le même poids pour 100 mm de plus. Alors c'est vrai, la question c'est l'ouverture. On n'est plus à 5,6, forcément on est à 7,1. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'à quasiment à 400 on est à 5,6. Donc en fait c'est un petit bonus des 100 mm. Pareil le 7,1, donc c'est pas une grande ouverture, mais on peut récupérer de la lumière grâce au boîtier hybride, puisque c'est assez phénoménal les possibilités de monter aujourd'hui sur les boîtiers, notamment plein format. Alors chez Nikon, on attend en téléobjectif un 200-600 apparemment. On n'a pas le prix, enfin j'ai pas les connaissances du prix, donc ça c'est des choses qu'on attend. Juste pour préciser, on a vu circuler une feuille de route pour les optiques Nikkor Z pour hybride, mentionnant effectivement un 200-600 à venir et un 100-400. Donc pour tous les Nikonistes qui sont en mal et en manque de longue focale, puisque c'est la marque qui est un petit peu en ce moment derrière les autres à ce niveau-là, apparemment, ça arrive. Pourquoi Tamron et Sigma sont en fait les deux constructeurs un peu outsiders qui proposent des téléobjectifs? Parce que ça coûte cher, tout simplement. Pas tellement du point de vue de la formule optique, parce qu'en vrai, si on se contentait d'objectifs manuels, un 150-600, ok, ce serait compliqué à fabriquer, mais c'est pas de l'ordre de l'impossible. Par contre, ce qui coûte cher, c'est vraiment d'associer ça à un module autofocus qui est capable de faire la mise au point de manière correcte à toutes les focales intermédiaires, donc 150, 151, 152, jusqu'à 600, parce qu'à chaque fois, il faut reprogrammer la puce, il faut reprogrammer la motorisation, il faut être certain que ça fonctionne sur du Canon, sur du Nikon, sur du Sony, sur du Panasonic, sur du Leica, sur du Sigma. Donc ça demande un budget R&D que les constructeurs qui viennent d'arriver, surtout les constructeurs chinois, n'ont pas encore. Et en parlant de budget R&D, qu'est-ce que tu peux dire aussi sur les focales d'exception, même peut-être Bruno Canadini qui a dû en essayer ou qui espère en essayer un jour sur les zooms avec convertisseur intégré? Ça, c'est des belles pièces optiques aussi. On voit des 200-400 avec des convertisseurs intégrés. Olympus en a sorti un récemment aussi. Oui, c'est effectivement, c'est du tout en un, comme ça évite, de rajouter, comme le disait Bruno tout à l'heure, des pièces, additionnelles, qui peuvent, voilà, qui demandent, du stockage, des manipulations. C'est sûr que c'est un petit peu la Rolls. J'en ai jamais eu en main et effectivement, j'aimerais bien tester ça pour voir comment ça marche, mais je suis relativement confiant parce que le mécanisme a l'air, relativement ergonomique et j'imagine en un tour de main, on passe, on intègre le convertisseur à l'objectif et ça doit être assez fabuleux. Ouais. Après, c'est des objectifs qui coûtent tous, quasiment sans exception, entre au moins 10 000 euros. Donc c'est Ouais, absolument à vieux monstrueux, 10 000 millionnaire euros. aussi. Ouais. Forcément, ils les vendent pas par palette. Hein. S'ils en vendent chaque exemplaire une centaine par an en France, c'est déjà énorme. Donc forcément, faible production, très gros coût, il faut l'amortir. C'est des objectifs qui se renouvellent une fois tous les 10 ans. D'autant plus qu'une fois qu'on a un 600 de 8, à moins d'avoir un usage intensif et rémunéré dans l'utilisation, on ne s'amuse pas à le renouveler progressivement.
Et c'est aussi, par extension, l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas encore des masses de 600, 800 mm pour hybride spécifiquement. C'est que, ça coûterait très très cher pour une clientèle qui n'est pas, qui n'est pas suffisamment grande pour absorber les coûts. Et la deuxième, et on repart au début de ce qu'est un téléobjectif, c'est qu'on reste sur du boîtier, sur du matériel qui fait 60-80 cm de long. Pour gagner 100 grammes et 3 cm d'épaisseur, voilà, autant mettre une bague. On en revient aux 600 et 800 Canon f11 en plastique. Oui, parce que eux, ils sont à ouverture fixe. Donc, le fait d'être à ouverture fixe, ça enlève pas mal de mécanique à gérer, et ça permet d'optimiser vraiment la formule optique pour ça spécifiquement. Bon messieurs, je vais devoir mettre un terme à cette discussion. On a fait exploser le chronomètre depuis le début de cette émission. Il est temps de passer au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe et journaliste Bruno Labarbère et le photographe Bruno Calandini pour parler téléobjectif. Alors, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, ce serait quoi ? Bruno Labarbère, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Acheter un 150-600. Voilà, parce que si vous n'avez pas de téléobjectif, c'est ce qu'il y a de plus polyvalent et ça vous permettra de mieux trouver la focale auquel vous voulez travailler et ça permet de faire à peu près tout. Benjamin. J'aime bien la notion d'usage. On a parlé énormément de matériel, on a cité plein de références. Bruno Calandini, au travers de son expérience avec le 150-500 de Tamron, nous a parlé de tout ce qu'il est parvenu à faire. J'ai essayé moi récemment sur le R3, le 100-500 aussi Canon. C'est assez remarquable finalement, ça va bien au-delà de la simple photo animalière sportive. On peut faire du portrait, on peut faire un petit peu de la proxy. Ce qui fait que même moi, à titre perso, du coup, j'ai toujours sur des balades ou des excursions de plusieurs jours, un télé, en l'occurrence un 100-400, en complément d'un grand angle et d'une focale fixe lumineuse. Je pense que le télé amène vraiment un plus en termes de polyvalence et de variété de cadrage. Bruno Calandini. Oui, moi je suis un inconditionnel du zoom, hein. Je pense que les avantages sont évidents, qu'on soit bloqué dans un 4x4 de safari, sous un affût, sur un bateau en train de photographier des macareux, ou qu'on soit au fond d'une salle de spectacle, dans une salle de conférence. Enfin bon, on arrive toujours avec le zoom, même si on est bloqué sur une chaise ou les deux pieds au même endroit, à ajuster ses cadrages. Et pour moi, le zoom, c'est incontournable. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais, Bruno, tout à l'heure, tu voulais conseiller à ton ami le 150-600 au lieu du 70-200. J'avoue que dans un sac à dos, remplacer un 70-200 par un 150-600, même si bien sûr ça fait doublon et le range n'est pas le même, moi personnellement j'aurais du mal. Je pense que je prendrais les deux. J'espère que ton ami est riche et je prendrai les deux et je prendrai plus ponctuellement le 150-600 quand je dois aller au-delà du 200 mm ou quand je pense que ce que je vais avoir à faire va m'y amener. Mais compliqué à transporter tout le temps quand même, je trouve. Bruno Labarbère, du coup, est-ce que selon toi, un photographe doit avoir dans sa panoplie un téléobjectif ? Pas forcément. Pas forcément parce qu'on a chacun des sensibilités photographiques différentes et quelqu'un qui fait que de la photographie de rue, c'est pas super utile d'avoir un téléobjectif. Et on peut passer une vie entière de photographie sans s'intéresser aux sujets qui sont très très loin. L'animalier, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas du tout. La photo de sport, ça ne m'intéresse pas du tout. D'autant plus qu'il y a déjà des gens qui font ça, qui le font très bien. Donc c'est vraiment... voilà, il n'y a pas d'obligation quand vous êtes photographe à vous équiper du 12 mm au 1200 mm. C'est trouver la pratique que vous aimez, trouver la focale et les objectifs et le matériel qui vous permet de faire cette pratique sans vous ruiner et en y prenant du plaisir. Et si vraiment vous avez besoin d'un tel objectif, allez-y, mais il ne faut pas que ce soit obligatoire. Bruno Calandini, pour toi, ce serait quoi le téléobjectif idéal ?
Ben, le téléobjectif idéal, il est forcément pas trop gros, pas trop lourd, il ouvre grand, et puis il a un piqué, excellent, donc voilà, on sait tous que, aujourd'hui c'est compliqué, mais ça évolue. Moi j'ai connu l'époque où avoir, être équipé au-delà du 300 millimètres, c'était exceptionnel. Puis sont arrivés, des télézooms, de plus en plus performants, avec des qualités optiques, qui étaient de plus en plus, pointues. Et puis, bah, aujourd'hui, franchement, quand je vois ce qu'on a dans les mains, moi personnellement, je n'ai plus envie, si j'ai eu envie un jour, d'avoir, une focale fixe de 500, millimètres ou de, même 400, 500 ou 600 millimètres, qui soit un tromblon, complètement encombrant, qui me demande d'avoir une valise dédiée, et avec lequel, je sois vraiment gêné, pour travailler. Quand on est dans un 4x4, je reviens souvent à l'exemple du 4x4, mais quand on est en safari, par exemple, et qu'on doit changer d'objectif, c'est juste, une tannée, d'être debout, accoudé, contre la carrosserie pendant que le chauffeur roule pour aller rejoindre, une scène, qui est en train de se dérouler et où il faut être vite sur place pour pouvoir, faire des images. Et là, changer d'optique à ce moment-là, c'est compliqué. Même tenir, le boîtier, calé, contre soi pour aller, d'un point à un autre, sur une piste, c'est compliqué. Donc je pense que la maniabilité, on en a parlé, la disponibilité, c'est super important, pour se servir de son matériel. Et voilà, c'est ce compromis-là, qui me paraît être, le meilleur compromis à trouver pour les générations à venir. Bruno, tu voulais réagir? Oui, 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 je veux juste ajouter une chose, c'est qu'on parle là uniquement d'objectifs pour réflexe, pour hybride depuis le début. On parle d'objectifs qui valent pour la plupart au-delà de 1000 euros. Euh, En vrai, si vous voulez utiliser des longues focales et que vous n'êtes pas certain, il existe toujours des compacts et des bridges qui ont des longues focales qui coûtent beaucoup, Exactement. beaucoup, beaucoup moins cher. Mm. Et voilà, Des bridges en pouce si qui font c'est un le usage job. vraiment très très ponctuel, il existe des bridges en pouce, par exemple le Lumix TZ200 qui vont à 200, 300, 400 mm, et c'est une bonne première manière de vous faire la main. Donc vous en achetez en d'occasion, vous essayez, puis vous le revendez parce que ça se revend tout ça, et après vous franchissez le pas. Mais ça sert à rien d'aller dépenser tout de suite 1500, 2000 euros pour quelque chose qui va rester dans le coffre. Benjamin, pour terminer, donc toi qui as eu entre tes mains, vu passer un nombre très impressionnant de téléobjectifs, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué et si oui, pourquoi? Ouais, c'est une question qui tue, ça. Alors, qui m'aurait marqué parce qu'il est exceptionnel? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a le 200-400 Canon sériel avec convertisseur intégré. Oui, je l'ai eu peu de temps, mais j'ai été surpris par la maniabilité toute relative, parce qu'il est quand même très très imposant et très lourd. Mais les images obtenues sont absolument époustouflantes, même en activant le convertisseur. Mais je retiens un petit peu comme Bruno et son Mzuiko, Bruno Calandini et le Mzuiko 75-300. Moi, c'est le 50-200 Lumix f2.8.4 siglé Leica que je trouve dingue en fait, qui fait un équivalent 100-400, qui est tout petit. Et il y a pas longtemps, il y a une couve du magazine d'ailleurs. En couve du magazine figurait une photo prise avec cette optique-là. Et j'y suis très surpris par le ratio voilà, point encombrement, piqué, l'efficacité de la stab, notamment la double stab, en photo et en vidéo. Filmé avec ça et un GH5 stabilisé, j'ai trouvé ça assez époustouflant. Voilà. Bon, merci à tous pour ces très belles explications.